Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va remonter le temps, très très loin en arrière, il y a presque 20 000 ans, pour plonger au cœur d'un des plus grands trésors de l'humanité, la grotte de Lascaux. Son histoire, ce n'est pas juste une vieille histoire de cailloux et d'archéologie, non, c'est une véritable saga. Une aventure moderne qui mélange un hasard incroyable, le génie de nos ancêtres et un combat permanent pour sa survie. On va décortiquer tout ça ensemble. On commencera par sa découverte, complètement folle et inattendue. Puis, on verra comment sa célébrité a failli causer sa perte. Ensuite, on plongera dans la bataille scientifique pour la sauver et on terminera en découvrant comment l'homme a réussi à la faire renaître. C'est parti. Alors oui, ça peut paraître dingue, mais c'est exactement comme ça que ça a commencé. Les plus grandes découvertes, ce n'est pas toujours le résultat de recherches hyper planifiées. Parfois, c'est juste un coup de chance. Imaginez, une simple promenade en forêt en septembre 1940, et le personnage principal de cette histoire, ce n'est pas un grand archéologue, mais un jeune homme, Marcel Ravidat, et surtout, son chien, Robot. Un événement qui n'a l'air de rien, une course après un lapin, et voilà qu'on ouvre une porte sur un monde oublié depuis des millénaires. On entre donc dans le premier chapitre de notre histoire. Le décor, on est à Montignac, en Dordogne, une région qu'on appelle souvent le berceau de l'humanité, tellement elle est riche en sites préhistoriques. Et c'est là, sur une colline, que 4 ados, sans se douter une seconde de ce qu'ils allaient déclencher, vont faire une rencontre qui va changer leur vie, et la nôtre. En fait, tout s'est joué en quelques jours à peine. Le 8 septembre, Marcel se balade et son chien Robot tombe dans un trou. Curieux, Marcel se dit qu'il faut revenir voir. 4 jours plus tard, le 12 septembre, il est de retour avec 3 copains, Jacques, Georges et Simon. Avec une simple lampe à huile, ils agrandissent le trou et se glissent à l'intérieur. Et là, le choc. Ils débouchent dans une salle immense et sur les murs, des peintures incroyables de taureaux, de chevaux. C'est spectaculaire. La nouvelle se répand vite au village. L'instituteur prévient un grand spécialiste de l'époque, l'abbé Henri Breuil. Le 21 septembre, l'abbé descend dans la grotte. Pour lui, aucun doute, c'est authentique et c'est une découverte absolument majeure. Et voilà la phrase qui va tout changer. Quand Henri Breuil dit ça, ce n'est pas juste une jolie comparaison. C'est comme s'il baptisait la grotte. En la comparant au chef-d'œuvre de Michel-Ange, il affirme que ce ne sont pas de simples dessins, mais bien une œuvre d'art monumentale, un sommet de l'esprit humain. D'un coup, l'art de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs est placé au même niveau que celui de la Renaissance. Cette formule va faire de Lascaux une star mondiale avant même qu'on ait fini de l'explorer. Juste pour être clair, c'est quoi exactement l'art pariétal ? C'est tout simple. Pariétal, ça vient du latin pariès, le mur, la paroi. C'est donc de l'art qui est fait directement sur la roche des grottes. On ne peut pas le déplacer, c'est ça qui est clé. Les artistes utilisaient des pigments naturels, comme de l'ocre pour le rouge et de l'oxyde de manganèse pour le noir. Ils peignaient en soufflant la couleur, avec les doigts, ou ils gravaient la roche avec des silex. Et ce lien super fort entre l'œuvre et la grotte, c'est ce qui en fait un témoignage unique. Mais c'est aussi, et c'est tout le drame, ce qui la rend incroyablement fragile. Bon, après la guerre, le monde entier veut voir cette merveille. Lascaux devient ultra célèbre, une destination de rêve. Mais voilà, cette célébrité a un coût très élevé. On entre maintenant dans le deuxième acte de notre histoire, celui où l'amour des hommes va devenir, ironiquement, la plus grande menace pour ce trésor. La grotte, qui a dormi en paix pendant 20 000 ans, va subir un choc terrible, le nôtre. 1 million. Ce chiffre est juste énorme. En seulement 15 ans, 1 million de personnes ont défilé dans Lascaux. Ça fait des pointes à plus de 1200 visiteurs par jour en été. Imaginez la foule, la chaleur, le bruit, dans un lieu qui n'a jamais été fait pour ça. Une grotte, ce n'est pas un musée. C'est un écosystème vivant, hyper fragile, qui a tenu pendant des millénaires grâce à un équilibre parfait. Et cet équilibre, on va le pulvériser. Ce tableau, il résume tout le drame. D'un côté, 20 000 ans de calme absolu. Température stable, noir absolu, un air confiné. De l'autre, 15 petites années de tourisme de masse qui vont tout dérégler. Chaque visiteur respire et donc il rejette du gaz carbonique et de la vapeur d'eau. Multipliez ça par des milliers et l'air de la grotte change complètement. Le CO2 rend l'atmosphère plus acide et attaque les peintures. L'humidité se condense sur les murs et crée un terrain de jeu parfait pour les algues et les champignons. Et bien sûr, la lumière électrique, elle réchauffe la roche et donne de l'énergie à des micro-organismes qui n'avaient rien à faire là. Forcément, les conséquences ne tardent pas. On a même donné des noms à ces problèmes, les maladies de Lascaux. D'abord, il y a eu la maladie verte, des algues microscopiques qui ont commencé à pousser partout à cause de la lumière et de l'humidité, une sorte de gangrène verte sur les peintures. Et en même temps, la maladie blanche, un voile de calcaire qui se dépose sur les murs et qui, petit à petit, efface les dessins. Le chef-d'œuvre était tout simplement en train de mourir sous les yeux de ses admirateurs. Le diagnostic est sans appel. Pour sauver Lascaux, il faut l'isoler du monde. Le 17 avril 1963, André Malraux, le ministre de la Culture de l'époque, prend une décision radicale, courageuse mais terrible.
il ferme la grotte au public. Pour toujours. C'est un moment historique dans la protection du patrimoine. Pour la toute première fois, on choisit de sacrifier l'accès à un trésor pour garantir sa survie. Lascaux est mise sous cloche, à l'abri du regard des hommes. On pourrait penser que la fermeture a tout réglé. Mais en fait, pas du tout. C'est le début d'un autre combat, qui se joue cette fois à huis clos. Il ne s'agit plus de gérer des touristes, mais de mener une véritable guerre scientifique pour essayer de réparer un équilibre qui a été peut-être détruit pour de bon. L'écosystème de la grotte a été tellement chamboulé que de nouvelles menaces continuent d'apparaître des dizaines d'années après la fermeture. Au début des années 2000, après l'installation d'une nouvelle clim, c'est la cata, des moisissures blanches, un champignon appelé Fusarium solani, envahissent tout. Et quelques années plus tard, en 2007, ce sont des taches noires, un autre champignon super résistant, qui apparaissent directement sur les peintures. Le sauvetage de Lascaux est devenu un défi de tous les instants, une lutte sans fin contre des ennemis invisibles. Pour qu'on se rende bien compte de sa fragilité aujourd'hui, il y a ce chiffre, 200. C'est le nombre d'heures de présence humaine autorisée dans la vraie grotte, par an. C'est rien du tout, et c'est réservé à une toute petite équipe de scientifiques en combinaison stérile. La grotte est traitée comme un grand malade en soins intensifs, dans une bulle stérile où chaque geste est calculé pour ne pas la perturber. Du coup, ça pose une question essentielle. La grotte est sauvée, d'accord, mais elle est devenue un sanctuaire interdit, une prison pour le chef-d'œuvre qu'elle contient. Alors on fait quoi ? Est-ce qu'on doit se résigner à ce que Lascaux ne soit plus qu'un souvenir dans les livres, ou est-ce qu'on peut trouver une solution pour continuer à partager cette magie sans la détruire ? Et c'est là que l'histoire prend un virage vraiment génial. Face à l'impossible, l'homme va se montrer incroyablement ingénieux. Puisqu'on ne peut plus aller à Lascaux, eh bien, on va faire venir Lascaux à nous. C'est le début d'une aventure technologique et artistique complètement folle, l'aventure des facsimilés, des copies, pour faire renaître la grotte. La solution s'est construite en plusieurs étapes. D'abord, en 1983, il y a eu Lascaux 2, une prouesse, une copie hyper fidèle des deux salles les plus connues, juste à côté de l'original. Ensuite, en 2012, Lascaux 3, une expo qui voyage partout dans le monde. Et enfin, le projet ultime, en 2016, Lascaux 4. Là, ce n'est plus juste une copie de quelques salles, c'est une réplique intégrale de toute la grotte, au millimètre près, dans un immense centre dédié. Et pour créer Lascaux 4, c'est un mélange fascinant de technologie de pointe et de savoir-faire ancestral. D'abord, on a scanné la vraie grotte en 3D, avec une précision de dingue, pour créer son jumeau numérique. Ensuite, des robots ont sculpté la forme des parois dans d'énormes blocs de polystyrène. Après ça, on a projeté une résine spéciale, un voile de pierre, pour imiter parfaitement la texture de la roche. Et pour finir, le plus magique, des artistes, de vrais artisans, ont repeint chaque dessin à la main, exactement comme les artistes de Cro-Magnon, en utilisant les mêmes pigments naturels. C'est la technologie du XXIe siècle au service d'un geste vieux de 20 000 ans. Incroyable. Et le succès est au rendez-vous. Ce graphique parle de lui-même. En seulement 3 ans, Lascaux 4 a accueilli autant de visiteurs que la grotte originale en 15 ans. La mission est réussie. L'émotion, la découverte, la connaissance, tout ça est à nouveau partagé avec le plus grand nombre, mais cette fois sans mettre en danger le trésor original. Le dilemme entre ouvrir et préserver est enfin résolu. Mais au final, une question reste. Pourquoi ? Pourquoi avoir peint tout ça ? Les archéologues sont formels. Personne n'a jamais vécu dans la grotte de Lascaux. Pas de traces de vie quotidienne. En plus, beaucoup de peintures sont dans des endroits super difficiles d'accès. Les spécialistes pensent donc que c'était un lieu sacré, un sanctuaire, une sorte d'église préhistorique où se déroulaient des rites, des cérémonies. La disposition des animaux n'est pas faite au hasard, elle suit une logique symbolique, ce qui fait de Lascaux une véritable cathédrale des temps anciens. Pour conclure, l'histoire de Lascaux, c'est une leçon. Elle nous pose une question cruciale pour notre époque. Comment on fait pour gérer notre patrimoine, surtout quand il est hyper fragile ? Face à ce choix impossible entre le désir de partager et le devoir de protéger, Lascaux a inventé une réponse audacieuse, créer un double, un jumeau parfait qui porte sa mémoire et son émotion. Cette solution, née en France, pourrait bien inspirer la sauvegarde d'autres merveilles dans le monde. Et ça nous laisse avec cette question, où se trouve le juste équilibre entre l'expérience de l'authentique et la responsabilité de transmettre ?